cas, nous sommes, Geneviève Euzet et moi-même, très, très heureuses de t'avoir ici dans cet entretien. Ouais. Il y a tellement de choses dont j'aimerais parler La avec dernière toi. fois, je les ai vus au dansoir, évidemment. Oui, tu es venu au Avec Dansoir pour le lancement d'un disque lorsque nous étions à la Bibliothèque nationale de France. exactement. Ouais. Alors, depuis, parce que ça fait quand même un petit moment, depuis, tu as fait énormément de choses. Peut-être qu'on va commencer. Je vois des guitares derrière toi. C'est surprenant. Tu Ah, joues aussi. ben, j'étais guitariste au départ, hein. Ah, voilà. Alors, tu vas nous Ouais, ouais, expliquer. ouais. J'étais tout- j'ai commencé comme ça en chantant des petites choses. Et puis, ensuite, j'ai acheté une guitare ou on m'a acheté, je ne me souviens plus. Je crois que je l'ai acheté avec mon travail. Et j'ai commencé à faire de la musique et je voulais être guitariste. Et puis un jour, dans un club, un petit club qui existe encore, qui s'appelle le Caveau de la Huchette, c'est à Saint-Michel, le batteur montait prendre l'air pendant les pauses. Et un jour, je me suis installé derrière la batterie. J'ai vu que ça fonctionnait. Donc j'ai continué et on a commencé à me demander et voilà comment ça s'est fait. Mais mon idée n'était pas d'être batteur. T'avais quel âge? À ce moment-là, quand j'ai changé de... J'avais 16-17 ans. Ouais. Donc, en 16-17 fait, ans. tu t'es assis et le rythme était au bout de tes doigts. Ouais, alors, exactement. C'est-à-dire, j'étais très à l'aise. Alors, c'était un instrument qui demande beaucoup de technique parce qu'il faut avoir les quatre membres un peu indépendants. Alors, je faisais des choses très simples, mais en même temps, je continue d'ailleurs, c'est pas compliqué. Mais c'était naturel pour moi. Alors, j'ai envie de te dire, tu t'es assis, le rythme, il y a un influx qui est arrivé à travers tes doigts, puis les baguettes qui a touché les cymbales. Et donc, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que le rythme pour toi? Est-ce que c'est quelque chose de physique, de Mais, mental, de mathématique? mais vous savez, vous savez bien, c'est le cœur, bien sûr. Le cœur qui bat, qui s'arrête quelquefois, qui fait que ce qu'on appelle en cardiologie les extrasystoles. Ce sont des pauses comme des sortes de manques des battements, mais c'est tout simplement la systole qui, qui reçoit le cœur, qui fait deux battements au lieu d'en faire un. Et donc, tu t'es assis et ton cœur s'est mis à vibrer Voilà, différemment. mon cœur a suivi, non, la batterie a suivi mon cœur. La batterie a dévié grâce à l'influx. Alors, donc, tu t'es assis, tu as senti que c'était quelque chose qui te convenait peut-être mieux que la guitare. Est-ce qu'aujourd'hui, rétrospectivement, tu pourrais l'expliquer? Est-ce qu'on est euh, destiné à d'abord à choisir la musique plutôt que la danse, la littérature Ouais. plutôt que la peinture, et ensuite à l'intérieur de la musique, est-ce qu'il y a une personnalité qui est plus proche, ou un corps, une physicalité qui est plus proche de la guitare, de la basse, de la Oui, oui, batterie? il y a des caractères, même des caractères. Mais moi, je ne suis pas un caractère de batteur, par exemple, pas du tout. Alors, Est-ce que c'est un comme, caractère de batteur? bah, je sais pas, c'est une image un peu plus violente, c'est pas plus. Tu veux dire qu'un batteur frappe? Mais moi, j'ai essayé de. Parce que j'ai écrit un livre aussi, Karine. Et le livre s'appelle Ne joue pas fort, joue loin. Pour moi, c'est pas jouer fort, c'est comme quand on lit un texte au théâtre. Il faut projeter, c'est pas la peine de hurler. Il faut projeter le son tout au fond de la salle. On vous entende, même si vous chuchotez. Un souffle, en fait. Alors, Geneviève, vas-y. Non, c'est un souffle. C'est un souffle. C'est le souffle d'Aldo Romano, mais c'est un souffle. Oui, oui.
Donc, en fait, le fait d'avoir des baguettes dans les mains peut t'aider à cajoler, toucher, caresser, pas forcément taper et frapper. Les C'est deux, les deux, les deux. ce que je veux dire. Il y a un titre de Duke Ellington qui s'appelle Drums is a Woman. La batterie est un homme, est une femme, pardon. C'est Drum. un titre de Duke Ellington des années 30, vous voyez. Alors justement, puisque tu parles de Duke Ellington, tu as choisi la batterie à partir de ce moment-là. Tu n'es plus jamais revenu à un autre instrument. Si, je suis revenu à la guitare toujours. Tu es Mais revenu pour à la... moi, pour composer, mais de toute façon, je compose aussi au piano. J'ai écrit beaucoup de musique. Hein, c'est un Mais comme je dirais, en tant que spécialiste, in- interprète, comme on dit dans la danse, je ne sais pas si ça se dit en musique, en tout cas en tant qu'instrumentiste, c'est quand même la batterie qui te définit. Oui, oui, bien sûr, c'est l'image qui s'est collée à moi, quoi. Même si de temps en temps c'est une peau de banane ou vous savez, les papiers collants qu'on n'arrive plus à enlever, quoi. Donc ça, c'était l'étiquette qu'on t'a mise et toi, tu t'es identifié. Alors ensuite, la batterie, c'est un instrument, la musique, c'est toute une série de styles, de manières d'être, de vivre la musique, de manière de rencontrer son époque. Quand tu as commencé à jouer de la batterie, quels sont les premiers styles qui t'ont tenté et pourquoi si Mais tu... ça a été très vite parce que j'ai entendu de la musique italienne, par exemple, des chansons. Quand j'étais jeune, toute ma famille, tout le monde chantait les chansons italiennes. Moi, je détestais ça. Attendez, ça va changer. Et donc, j'allais dans les clubs à Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Michel, et j'ai entendu du jazz. Mais quand j'ai entendu un certain jazz qui s'appelle le bebop à ce moment-là, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Alors j'ai essayé la guitare, mais c'était très compliqué. Et je travaillais, j'étais maçon carreleur à ce moment-là. Je travaillais dans le bâtiment. Je travaillais de 14 ans à 24 ans. Et ensuite, je suis devenu professionnel de batterie, de musique. Et que j'ai entendu cette musique, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Alors, j'ai continué comme ça. Et la chanson italienne, elle est revenue beaucoup plus tard. Et maintenant, j'adore ça. Donc, tout de suite, ton attirance a été du côté du bebop et ensuite, progressivement, tu t'es ouvert à d'autres styles. Oui, oui, bien sûr. Et Alors, j'ai commencé à écrire des chansons, des et thèmes tu as de chansons. commencé. J'ai fait une quinzaine de musiques pour Nougaro, Non, mais je par sais, nous exemple. savons. Nous savons tout ce que. Alors, non, d'ailleurs, peut-être que tous ceux qui nous écoutent ne savent pas. Oui, je le Excuse-moi de dis, je t'avoir le dis, coupé. je le dis. Donc, un morceau qui s'appelle Rime. Est-ce que tu J'aime pourrais, la vie quand elle rime à quelque chose. Voilà. est-ce que tu pourrais justement nous dire quels sont les chanteurs avec qui tu as travaillé, quels sont les musiciens et quels sont les grands moments que tu aimerais évoquer pour les tout jeunes qui arrivent et qui savent qu'Aldo Romano compte dans l'histoire de la musique et qui aimeraient avoir des références très précises. J'ai, j'ai, euh, je n'ai pas, comment dire, euh, euh, nous étions là, on était sur, pardon, je, je ne suis pas collé à quelque chose, j'aime tout. Ça peut être un défaut quelquefois parce que on n'est pas assez concentré sur la chose qui doit être primordiale et qui vous définit. Non, en fait, tu es curieux et c'est ça qui a fait que progressivement, tu es devenu parmi les plus grands batteurs français, on peut le dire. C'est que j'imagine tu as cherché à élargir ton jeu sans cesse. Mais je vais vous dire pourquoi. Une des explications, c'est que je ne sais pas imiter. Donc, comme je ne sais pas imiter, il faut que j'invente quelque chose.
Écoute, je crois que nous avons peut-être ça en commun, si ce n'est que moi, je ne peux pas me comparer à Aldo Romano, c'est qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup l'improvisation et je suis sans arrêt agitée par de nouveaux désirs. Est-ce que c'est ton cas lorsque tu as terminé un disque, par exemple, est-ce que tu as envie d'aller voir complètement à l'opposé, d'aller chercher des inspirations dans d'ailleurs, dans d'autres continents? Est-ce que tu cherches souvent Non, des attendez, sources alors d'inspiration? là, c'est un autre sujet sur lequel je vais venir dans une seconde. Quand j'ai fait un disque, je ne le réécoute plus pendant des années. Comme ça, quand je l'écoute 15 ans ou 20 ans après, si je suis encore là, je, je suis surpris dans le bon sens ou le mauvais sens. Les musiques d'ailleurs, c'est plus compliqué parce que pour moi, les musiques qu'on mélange, j'aime pas ça. J'aime les musiques métisses, celles qui sont métissées, celles qui ont une longue vie ensemble. Et les musiques qu'on mélange pour des raisons commerciales ou d'envie seulement, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, Est-ce que vous comprenez la différence entre mélange et métis? donc, complètement. C'est-à-dire que les musiques que tu as citées sont quand même d'origine afro-américaine. Et là, c'est une culture qui parle. Italienne, il y a en moi, on le dit en tout cas, un sens mélodique qui n'est pas français vraiment. Quoique. Alors, donc, tu as travaillé avec Nougaro, tu as écrit des Par chansons. exemple, oui. Est-ce que tu pourrais nous citer d'autres chanteurs pour lesquels tu as aimé écrire? Oui, mais comme ce monde, parce que j'ai fait des disques aussi de chanteurs, comme ce monde qu'on appelle le monde de la variété, j'aimais pas ça. On m'a demandé plusieurs fois, et j'ai fait même des disques comme chanteur, mais je n'aime pas ce milieu. Enfin, je l'aimais pas en tout cas. Et les producteurs, l'image, faire le couillon à la télé, ça me faisait chier. Voilà. Mais l'idée même, alors qu'on peut être très bien, hein, mais l'idée de faire ça, ça me... Bon. Mais j'ai fait quelques chansons pour des gens, pas beaucoup.
Thank you. We're in a position tonight of having come here because Lenny Tristano is not here. And we all feel very happy about being able to come to play for you. And we are sorry that Lenny is not here. However, as we are here, we've been asked to play a song for Duke Ellington. The song I've chosen is called UMMG, Upper Manhattan Medical Group. Incidentally, the first song was our personal dedication to Duke, which is entitled All That's Left Is to Say Goodbye, and our entire program is dedicated to Duke Ellington.
Alors, regarde, par exemple, c'est vraiment étrange. Je veux dire, ça va expliquer pourquoi je n'aime pas ce milieu. Je travaillais pas pour lui, mais il a entendu certaines de mes musiques, un éditeur belge, je citerai pas le nom. Et il avait les artistes de variété. Et il a entendu 2, 3 musiques que j'avais fait comme ça à la guitare. Il dit, ah, ça c'est bien. Et qui est-ce qu'il a chanté? Rika Zaraï. Donc elle a chanté ma musique, Rika Zaraï, une chanson insupportable. Elle s'appelait comment la chanson? Ça porte bonheur. Je conseille de jamais l'écouter. Ensuite, Nicoletta, chanteuse, sympathique. Qui d'autre? Quelqu'un qu'on connaît pas assez, qui est un parolier formidable, qui écrit de très beaux textes. C'est Gilbert Lafaille. Je le conseille. Ben, il y a eu d'autres choses, mais enfin, moins people, disons. Alors, tu dis que tu n'aimes pas le monde de la variété. Qu'est-ce qui caractérise le monde de la variété? Quels sont les autres mondes de la musique, des musiques non symphoniques, non académiques, qui t'intéressent davantage? Non, là, on parle des mondes, hein, c'est pas la musique. La musique peut me plaire, une chanson peut me plaire. Ce que je n'aimais pas, c'est toute cette espèce de folie qu'il y a toujours dans les studios, dans les loges. Tout le monde est là. Et ça me paraissait un peu, voilà. Maintenant, il y a des choses que j'aime, oui, bien sûr, tant mieux. Oui, ce que tu n'aimes pas, c'est effectivement la superficialité ou l'artificialité. Oui, parce que moi, j'avais un contrat de 10 films à Rome, dans les années 60, avec Dino De Laurentiis, c'était un producteur. J'avais signé pour 10 films. Alors, je ne sais pas ce que j'allais me foutre. Hein. J'en ai fait 3, c'était insupportable. Ce monde qui criait toute la journée. Dès que j'ai eu des engagements de nouveau de musique, je me suis enfui. Alors, moi, c'est mon expérience à moi du cinéma, mais il y a d'autres gens qui sont très contents. Ça m'a paru un monde galvaudé, très égocentrique, très, très difficile pour moi. Alors, un artiste doit être relativement protégé, selon toi, de ce monde artificiel, mondain, people, comme on dit aujourd'hui. Pourtant, un grand nombre de musiciens de talent acceptent de pactiser avec ce monde. C'est peut-être Romano. Ah oui, parce que c'est la seule façon de vraiment passer le mur du son, quoi, d'être reconnu par un large public, d'avoir du succès. Le succès, c'est quelque chose d'attirant. Et toi, tu as eu on est prêt à faire des concessions. Toi, tu as eu beaucoup de succès tout en étant extrêmement fidèle à ta personnalité musicale. Oui, mais ça prend plus de temps, plus d'énergie, plus de volonté, plus d'égotisme aussi, hein, le sentiment de sa valeur aussi. C'est important de savoir qui on est, de quoi on est capable. Comment vis-tu? On sait mesurer. Comment vis-tu, Aldo Romano? Comment as-tu vécu depuis le début de ta carrière, en tant que musicien, bien sûr, mais en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que citoyen? Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce en quoi tu crois dans l'existence et de la manière dont tu vis? Il faut relire les Grecs, il faut relire la philosophie grecque à laquelle je me suis beaucoup référé.
J'aimais beaucoup la philosophie d'Hélé, qui est le début de... C'est en Italie que la philosophie grecque a commencé, en Italie du Sud, le pays d'Hélé. Et puis ensuite, voilà, j'ai beaucoup lu. C'est peut-être ça qui a fait que j'étais pas pressé, quoi. J'étais pas pressé. Alors, peut-être que Geneviève, qui est aussi très férue de culture helléniste, a envie de dire quelque chose? Non, Non. moi je prends le plaisir à le regarder parce qu'on l'a beaucoup vu, nous, du côté de. Quand j'étais élue à Caen, sur la côte. Moi, je prenais un auteur et je lisais tous ses livres, enfin le plus possible. C'est vraiment dingue. Par exemple, cite-nous un auteur que tu affectionnes. Oh ben, il y en a beaucoup. Il y a les auteurs américains du Sud, comme Faulkner, puis la dame aussi, Carson McCullers, que je vous recommande, parce que c'est elle qui a écrit Le chat sur un toit boulant. C'est une écrivaine typique du Sud. Tennessee Williams, voilà. Il y a une puissance de toute façon des écrivains américains. Bulgakov, la littérature russe, il y a tellement à dire. En fait, la littérature puissante, parce que c'est ce que partagent, je crois, les écrivains russes et américains, justement une certaine puissance différente de l'écriture française. Une folie. Ils n'ont pas peur de doubler en haut des côtes. Alors, passer la ligne jaune. J'ai envie de te demander, est-ce que tu lis au sujet de ton art, des techniques de batterie, de la composition musicale? Est-ce que tu lis des essais théoriques sur la musique? Non, j'ai lu qu'un seul, vraiment. C'est Vladimir Jankélévitch, qui est un philosophe qui était musicien, qui jouait du piano, et qui qui parle du silence d'une façon extraordinaire. Et il m'a vraiment fait comprendre l'importance du silence en musique. Mais en fait, ça rejoint... Tout ce qui se prépare à l'intérieur de ça, le silence, ce n'est pas du vide. C'est ce qui va vous préparer à la prochaine chose. Tu veux dire quelque chose? Ça rejoint tout à fait. Oui, ça rejoint. Je suis quelqu'un qui cite souvent Yankelevitch parce que je m'en sens très proche et je crois que parmi les philosophes du XXe siècle, c'est un très, très grand philosophe qui aide et qui est à la rencontre de nos sensibilités d'artistes. Donc, Geneviève avait une question à te poser par rapport à Faulkner, non? Non, moi je visais pas. En général, les gens qui aiment Faulkner aiment aussi Flaubert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pensais à mon ami Pierre Michon, qui est un ami en fait, et qui cite Faulkner et qui cite beaucoup, et qui est aussi un grand admirateur de Flaubert. Donc, je me demandais si pour toi, c'était pas la même chose. Non. Alors, j'aurais envie de reposer la question, le temps qui passe pour un artiste, est-ce qu'il enlève de la flamme, de l'énergie, de l'inspiration, ou au contraire, est-ce qu'il permet d'aller progressivement plus droit à l'essentiel? Est-ce qu'il permet aussi éventuellement de densifier, un petit peu comme, tu sais, une substance chimique qui se précipiterait au fond de la bouteille, quelque chose qui s'épaissit, qui prend du corps, de plus en plus de corps avec le temps, ou au contraire, est-ce qu'il y a un risque de se plagier soi-même et d'anémier l'originalité qui était au départ, tu disais que tu ne savais pas comment reproduire, donc c'est comme ça que tu cherchais et que tu inventais. Écoutez, de toute façon, on ne reste pas pareil. C'est-à-dire, ou en vieillissant, on devient mieux, ou on devient pire. On n'est pas pareil. Si on a de la chance, de la curiosité, du désir, encore si on a encore du désir, le désir, ça s'en va aussi. Hein. Désir de vivre, désir des choses, désir de quelqu'un. Mais
Moi, personnellement, je ne me pose plus ce genre de questions. Je ne me pose pas le fait que si j'ai fait quelque chose, ça ressemble à quelque chose que j'ai fait avant. On est un, on n'est pas 100 000. On a le droit d'être un, d'avoir seulement une personnalité, de faire qu'une chose dans la vie, ça suffit. Une chose, une chose pleine, c'est déjà Exactement. plus que beaucoup de choses vides, c'est Ouais. certain. Alors, si tu regardes, je suis désolée de te poser la question de cette manière, en avant, et si tu regardes en arrière, quelle est la chose que tu as le plus aimé faire et quelle est aujourd'hui la chose que tu aimerais le plus faire, en arrière et en Non, avant? c'est toujours les mêmes, finalement. Toujours les mêmes choses que j'aime. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que tu as aimé? Avec qui est-ce que tu as aimé peut-être le plus travailler? À quelle période t'es-tu senti le plus inspiré ou le plus vivant dans la musique? Et quel serait ce qui te permettrait aujourd'hui d'être stimulé de manière encore renouvelée dans l'avenir immédiat? Écoutez, je ne citerai pas de nom. Parce que je ne veux pas qu'il y ait un ou deux qui se disent en dehors de la chose. C'est toujours les mêmes. Il y a quelques musiciens, parlant des musiciens, qui m'inspirent, que j'aime aussi en tant qu'être humain, avec lesquels j'aime travailler. Et il y a pas mal de temps. Ça fait des années que c'est toujours les mêmes. Et de temps en temps, il y a comme ça une sorte de moustique qui vient déranger la chose. De temps en temps, il y a quelqu'un qui vous semble faire partie de notre bande, quoi, en quelque sorte. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et est-ce que tu as fait des rencontres récemment avec des musiciens d'autres générations, totalement différentes, qui t'auraient permis de te poser différemment par rapport à la musique ou de poser des questions différentes par rapport à la musique? Qu'est-ce que Oui, tu mais penses? oui, Oui, je excuse-moi. ne citerai pas de nom. Oui, oui, oui. Mais pas au niveau quand on est plus jeune, qu'on est exalté, quoi. On a l'exaltation et la découverte est extraordinaire. Maintenant, c'est plus tranquille, disons. Mais il y a toujours un peu d'exaltation, quand même. Est-ce que tu penses que aujourd'hui la musique est surprenante? Est-ce que tu as eu récemment des coups de cœur ou des surprises par rapport à des styles ou des musiciens? Ou est-ce que tu as l'impression que quelque chose fait que l'innovation a un petit peu ralenti? Ou peut-être que l'industrie et les industries culturelles, comme on dit, l'industrie qui était avant l'industrie du disque, qui maintenant passe complètement ailleurs, le disque matériel a disparu. Qu'est-ce que tu dirais de l'évolution récente des formes musicales? Euh, C'est difficile de parler de ça parce que depuis que le numérique est arrivé, la musique numérique, c'est plus enregistré comme avant avec les bandes. Maintenant, c'est numérique. On perd terriblement. Et vous savez ce que vous perdez? Vous perdez les harmoniques. C'est-à-dire, quand vous jouez une note au piano, vous faites un sol, il n'y a pas que le sol qui sort, il y a tout un tas de notes qui arrivent sur les harmoniques qu'on n'entend pas, mais que les chiens, par exemple, entendent. Et la musique numérique enlève ça. Donc, ça ne donne plus la même sensation. Donc, il vaut mieux écouter la musique en direct pour avoir toute la, euh, toute la, tout le champ harmonique comme ça des notes et du son.
Oui, la richesse et le spectre et toutes les couleurs, effectivement, des résonances des notes. Alors, donc, en fait, tu es en train de dire que le son, c'est quelque chose de physique, que une note, quand elle a fini d'avoir été émise par le musicien, continue de vibrer, continue d'exister dans un espace physique, et que le numérique rend abstrait et moins physique le rapport à la musique. Est-ce que c'est ça que tu dis? Absolument, absolument. Donc, finalement, nous sommes assez d'accord entre musiciens et danseurs. Il y a quelque chose du corps qui est en train d'être mis en péril. Alors actuellement, bien sûr, avec cette pandémie, mais de manière plus générale, puisque le numérique a envahi complètement notre rapport au monde, quelque chose du corps est en train de disparaître, se tarir. Et quand je dis du corps, c'est aussi bien le corps non humain, l'air qui vibre, Le parce que le corps, corps bien sûr. vibre. Mais vous savez, j'ai travaillé avec la danse. J'ai accompagné plusieurs fois les ballets Blasca. J'ai fait des tournées avec eux où je jouais. Ouais. Il y a Félix et les Sœurs Labec. Avec les sœurs Labec? Oui, et c'était euh, Marielle et Katia. Et Katia était avec Félix à ce moment-là. Elle vivait avec Félix Blasca. Alors, on reviendra à Félix Blasca. Tu voulais demander quelque chose, Geneviève? Non, non, mais ça, Non, mais j'ai vu le travail des danseurs. oui, tout J'ai à vu fait. la chose terrible, c'est terrifiant. Ils se lèvent le matin, tout de suite la barre. Ça, je croyais que j'étais un feignant total à côté d'eux. Ah, c'est bien ça. Alors, oui, C'est un boulot je me sens très dur, très dur. Les jeunes, ils sont pas assez costauds mentalement aujourd'hui pour faire ça. Ouais, écoute, c'est une sacrée époque que l'époque Blasca, avec l'arrivée effectivement quand même des sons électroniques dans les bandes son des spectacles de danse. Mais tu parlais de la technique des danseurs, de l'investissement dans leur travail quotidien pour arriver à une certaine virtuosité. Les batteurs, est-ce qu'ils s'entraînent beaucoup? Ah non, pas moi. Pas moi, non. Pas moi. Moi, je joue comme une plume. Je joue léger comme une plume. On l'a dit d'ailleurs. Insoutenable. Alors, tu vas nous Je veux créer du silence, je vous disais. Comme toi qui veux créer de la fixité. Faire de la musique, Jean Kelevich, il dit, faire de la musique, c'est se taire. Écoute, Geneviève a une remarque très importante. Non, non, mais c'est. Karine parle beaucoup de la fixité. Elle veut créer du silence et de la fixité dans la danse. Donc, ça, vous avez beaucoup de choses à vous dire, en fait. Oui, parce qu'en fait, le trop de mouvement fait qu'on ne peut plus regarder le danseur. Le mouvement brouille le regard qu'on porte au danseur, peut-être comme le trop plein de sons, le trop plein de notes. Mais Bien c'est sûr. sa particularité. Tu as un côté très oriental, en fait, dans ton rapport à la musique. Très, presque, oui, oriental. Je voudrais pas aller plus loin dans l'évocation d'une Non, mais philosophie. oui, mais je suis harmoniquement plus sophistiqué. Je joue des septièmes majeurs et des quintes augmentées. Il n'y a pas ailleurs dans ces musiques-là. Mais vous savez, j'étais gourdjieffien à un moment. J'ai beaucoup suivi Là, Saint-Gurdjieff. Gurdjieffien, oui, en fait, voilà peut-être ce qui caractérise le plus profondément ton rapport à la musique, c'est-à-dire une sorte de, tu parlais de silence, tu parlais tout à l'heure de mystique, tu as prononcé ce mot-là, d'être un rapport quand même très, qui dépasse la matérialité tout en étant très physique et qui rend compte peut-être d'une aspiration à quelque Ouais, chose de totalement probablement. éloigné. Ouais. Ben, écoute, j'attends impatiemment que nous nous reparlions et merci encore Aldo pour ce beau cadeau qu'est cet entretien cet Merci après-midi. beaucoup et bonne fin de journée. Toi aussi, à bientôt Merci. Au Aldo. revoir. Au revoir.
C'était Baubles, Bangles and Beads par le trio du pianiste Steve Kuhn. Steve Kuhn est né en 1938 à Brooklyn, dans l'État de New York. À l'âge de 5 ans, il commence d'étudier le piano et à l'âge de 13 ans, il joue dans des orchestres de danse à Boston. En effet, il a passé toute sa jeunesse à Boston. Steve Kuhn devient musicien professionnel en 1959. Il joue avec le trompettiste Kenny Dorham. Ensuite, il joue avec les saxophonistes Stan Getz et John Coltrane. Et enfin, en 1964, il entre dans le groupe d'Art Farmer. Lorsque Art Farmer dissout son groupe, en 1966, Steve Kuhn organise son propre trio et joue dans les principaux clubs américains. Mais depuis 2 ans, Steve Kuhn est fixé en Europe. Il vit à Stockholm. Et je voudrais demander à Steve Kuhn pourquoi il a choisi de vivre en Europe. Steve, why did you choose to settle in Europe? I think that the musical climate in Europe is better for me right now. I'm able to play my music, which is something I found difficult to do in the States. Steve Kuhn pense que le climat musical est meilleur pour lui en Europe. Ici, il peut jouer sa propre musique et il en est très content. Are you happy about that? Yes, I'm very happy about You love Europe, of course. Le trio de Steve Kuhn se compose de Jean-François Jenny Clark à la contrebasse et de Aldo Romano à la batterie. Jean-François Jenny Clark est ici. Jean-François, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous jouez? Eh bien, je viens de terminer de jouer avec Steve Lacy dans une boîte qui s'appelle Le Caméléon. Nous allons partir donc avec Steve à Lugano, au festival. Et à la fin du mois, nous allons sans doute commencer avec Keith Jarrett, le pianiste, en trio, toujours avec Aldo Romano. Vous êtes inséparable avec Aldo Romano? Oui, enfin, les circonstances font qu'on joue très souvent ensemble. Très bien, mais nous allons rejoindre Aldo Romano. Aldo Romano. Oui. Vous avez un nom italien, pourquoi? Parce que je suis le fils d'émigrés italiens qui sont arrivés en France après la guerre en 1946. Et au lieu de choisir d'être chanteur de charme, je joue de la batterie. Et vous êtes content de jouer de la batterie? Oui, très content, surtout quand c'est comme aujourd'hui avec Steve, comme ce soir avec Steve. C'est très agréable parce que Steve est un pianiste qui, tout en ayant une musique très structurée, vous laisse une très grande liberté. Et vous appréciez cette liberté? Oui, vraiment beaucoup. Merci, Aldo Romano.
1945. L'armée d'Hitler est en déroute. Les partisans italiens cachés dans le maquis autour de Lentiai, ma petite ville natale en Vénétie, attaquent les soldats, s'exposent à des représailles terribles. Mon parrain, Nano, 24 ans, ainsi que 2 autres résistants sont amenés sur la place de la ville. 3 cordes sont liées à 3 balcons. Les soldats obligent tous les habitants à assister à la pendaison des 3 jeunes hommes. J'ai 4 ans. Je comprends que quelque chose de terrible va se passer. Je hurle en patois vénitien « Nano, Nano, Coppa Nano !» Il tue Nano. Les souvenirs font ce qu'ils veulent avec le temps. Il faudra aussi se souvenir des lâchetés, des mensonges, de l'égoïsme, des promesses du soir niées le lendemain matin. Parler de la fragilité, de la peur qui est là sans cesse. La musique me sauve. Pour combien de temps encore ? Bud Powell était au-delà du monde. Il ne regardait jamais le clavier, mais un point fixe devant. Fasciné par une vision à lui seul accessible. Bud jouait quelquefois le même morceau toute la soirée. Je le voyais de dos, j'entendais ses grognements, je le sentais lutter avec le piano comme s'il cherchait le chorus idéal, alors qu'il était là, dès les premières notes. Août 1962. Ortona Mare, en famille. Les crises de panique redoublent. Déchiré entre mon devoir de fils et le besoin vital de musique, le conflit s'installe. Un soir, un cousin m'embarque à une fête de village. Les hommes d'un côté de la rue et les femmes de l'autre. Ici, regarder une femme, c'est déjà la violer. Je jette un œil quand même. Un visage m'attire et là, une pensée dingue me vient. Je vais me marier avec cette fille. 3 jours plus tard, je vais faire ma demande à ses parents. Mon problème est résolu. Je serai marié, père de famille, petit artisan prospère et je ferai du jazz en amateur. L'année suivante, le curé de Rogati nous unira pour la vie. Impossible de partager mon obsession du jazz avec ma femme. Sa mère me menace dans des lettres contenant des poudres censées m'enchaîner pour toujours à sa fille. Crise de tétanie, tentative de suicide. C'est un désastre.
1965. Prague. Le festival a lieu malgré les réticences du pouvoir politique envers cette musique capitaliste. Ce soir-là, Don Cherry, Gato Barbieri, Carl Berger, JF, Jenny Clark jouent comme des fous furieux. Moi, derrière ma batterie, je m'accroche. Stockholm, le Golden Circle. Des jeunes filles viennent écouter, boire un verre et se faire draguer. J'ai très vite une petite amie, Margareta, aux yeux verts. Don Cherry n'apparaît que le soir. C'est grâce à sa girlfriend que Don Cherry a survécu tellement la drogue était présente autour de lui. J'ai 24 ans. Musicien professionnel depuis quelques mois. Jazzman depuis toujours. Je n'ai jamais revu Margaret. Le Montmartre, célèbre club à Copenhague. Don Cherry était en lèvres un soir sur deux. Gâteau saignait de la gorge et à force de growling dans son sax. New York. Don Cherry m'attend pour une série de concerts. Avec Le Montmartre, célèbre club de Copenhague. Don Cherry était en lèvres un soir sur deux, Gâteau saignait de la gorge à force de growling dans son sac. New York. Don Cherry m'attend pour une série de concerts. Avec JF, Jenny Clark, on descend dans un hôtel minable. En attendant un coup de fil de Don, on passe des heures devant la télé, fasciné par la connerie des programmes. La femme de ménage nous demande « Vous avez la télévision en France ?» Don Cherry a disparu. En réalité, il est retombé dans la drogue. Au bout d'une semaine, à court d'argent, je téléphone à Carla Bley. Je lui demande si elle peut me loger avec JF. Carla veut bien nous prêter un matelas. Nous allons le chercher. Il fait une chaleur épouvantable. Je n'ai pas mangé depuis quelques jours. On transporte ce putain de matelas chez Jacques Courcil, un pote trompettiste qui veut bien nous loger. De la 90e rue à la 10e, on marche pendant des heures, suant, sang et eau, gueulant comme des malades mentaux. On est au mois de juillet. Toutes les nuits, je suis réveillé par la spécialité de New York, une nuée de cafards qui me parcourt le corps. Et Don Cherry, toujours introuvable. On repart en tournée avec Carla Bley. Steve Lacy était au saxo-soprano. Peter Brotzmann au saxo-ténor. Il soufflait dans son tuyau comme un forcené. J'étais un peu sceptique quant à ses connaissances du jazz, mais il m'embarquait dans une violence de jeu irrésistible. Carla Bley était d'une beauté renversante. Elle aurait fait fantasmer un régiment d'eunuques. Elle m'a fait découvrir un monde nouveau. Elle écrit des lignes mélodiques qu'il faut déconstruire, malaxer, enlaidir pour en extraire la quintessence. Ces moments de silence où on entend l'ombre de la note. Dans la Renault 4 avec Steve Lacy et le contrebassiste Kent Carter, nous partons au Swing Club, à Turin. Après des heures de voyage sous la neige, les arrêts de Steve à toutes les stations-service pour sa dose d'héroïne, nous arrivons à temps pour monter sur scène. Je fais vraiment du free jazz le plus violent possible.
plus j'agressais ma batterie, plus grande était la jubilation. Au milieu du premier set, j'ai une terrifiante crise de tachycardie. On me trimballe dans toute la ville à la recherche d'une pharmacie. Rome. J'habite avec Gato Barbieri. Pas de boulot. La disette. Je gagne un peu d'argent comme figurant dans des western spaghetti, mais je m'enfuis très vite. Certains soirs, il y a dîner chez Elsa Morante. Au milieu de ses chats, elle sert des pâtes à la bonne franquette. Elsa souffre de sa séparation d'avec Alberto Moravia. Elle a besoin d'amis. Bernardo Bertolucci, Gianni Amico, Pier Paolo Pasolini. Un visage crevassé de douleur, comme plus tard, Chet Baker. En tournée sicilienne et calabraise, je fais escale à Reggio di Calabria. Je dors dans un hôtel sans portier de nuit. Réveillé vers 4 heures du matin par un mal d'oreille, j'attends la venue de quelqu'un pour appeler un médecin. On est dimanche, l'hôtel est vide. Il est 8 heures quand une femme arrive à la réception. Elle cherche derrière le comptoir, ne trouve rien, se propose de me mettre des gouttes d'huile d'olive chaude dans l'oreille. Je remonte dans ma chambre, elle me suit, s'assied sur mon lit et me raconte des choses délirantes et salaces. Comment on fait l'amour à la japonaise, l'érotisme des tribus d'Amazonie. L'avion pour Rome est dans 2 heures, mon oreille va mieux et je pars pour l'aéroport. Le soir, après le concert de Music Inn, je rentre à l'hôtel et je tombe de sommeil. Le téléphone sonne à 7 heures du matin. C'est la folle de l'hôtel de Reggio. « Allô, je viens te voir cet après-midi. » Je dis non, je pars à midi. Je raccroche. Elle rappelle encore et dit « Je te passe ma mère. » J'entends « Si vous ne laissez pas ma fille tranquille, gare à vous, elle a 2 frères. » Je fais mes bagages à la vitesse de la lumière. « 1968. Je répète avec Hank Mobley au Chat qui pêche. Des coups violents fracassent la porte d'entrée. Nous sortons et recevons un nuage de gaz lacrymogène en pleine figure. Les CRS sont déchaînés. Ce n'est que quand les ouvriers entreront en lutte que je m'impliquerai dans le mouvement. J'étais en survie financière permanente. Engagé, je l'étais, par la musique. Un metteur en scène à la mode monte The Connection, une pièce de Jack Gelberg. L'action se passe dans un taudis où une bande de drogués en manque avancé attend Cowboy, le dealer. Un quartet de jazz joue dans un coin. C'est un four. Le spectacle sera repris au Vieux Colombier, dirigé par Laurent Terzieff à cette époque. Encore un four. Le boss du Caméléon, boîte de jazz de la rue Saint-André-des-Arts, me demande si je suis libre pour une audition avec un pianiste. Je ne le connais pas, dit-il, mais on m'a dit qu'il était bon. Je l'avais vu sur scène à Francfort et j'avais été soufflé par son jeu et sa présence scénique. Le lendemain, au Caméléon, il est là. Petit gabarit, des petites mains, coiffure afro. Il ne fume pas, ne boit pas d'alcool, on devine un corps musclé. Je joue 2 morceaux avec Keith. Je joue 2 morceaux avec Keith Jarrett, car c'est bien lui, Keith Jarrett lui-même. Il se retourne et fait « Ok ». Mon bonheur est énorme. Une semaine de rêve, les journées sont interminables. J'attends le soir, le moment magique du premier temps sur ma batterie, les feulements, les grognements de Keith qui accompagnent son incroyable jeu de piano. C'était plus que tout ce que j'avais connu jusque-là. Un sentiment d'éternité, oui, vraiment. Un soir au Caméléon, Miles Davis est assis au fond de la salle. Le prince des ténèbres était là, en mission. Il
fallait persuader Keith de rejoindre son orchestre. Jouer des claviers électroniques, très peu pour lui, mais c'était quand même Miles. Et Keith était toujours un peu fauché. Avec sa femme Margot, il passait souvent quelques jours dans la maison de mes parents à Beson. Ces mois passés avec Keith ont été déterminants. Il m'a donné confiance dans mes capacités, dans l'expression de mes sentiments les plus intimes. Concert à la maison de la radio. Dans les coulisses déambule la plus belle fille qu'on puisse imaginer. Nina, une Danoise, mannequin, des jambes interminables. Elle fume joint sur joint du hache qu'elle a rapporté du Maroc dans les pneus du minibus de son copain dealer. Coup de fou. L'arc des roses tendu au maximum. Nina, j'en suis dingue. Elle se donne à moi avec la fraîcheur de ses 20 ans, mais le vécu d'un déjà long parcours sexuel. Et nous voilà partis en tournée. À Stockholm, en mars, il faisait un froid glacial. Mais la maison était confortable, avec un sauna où je n'allais pas. On ne sait jamais, la porte aurait pu se coincer. Non, c'est arrivé à une femme. On l'avait retrouvée morte après une crise de panique. Avec Nina, nous roulons vers Graz, en Autriche, pour un séminaire dans la classe de jazz du conservatoire. À la fin du séminaire, je dois rejoindre à Annecy Jean-Luc Ponty. On a 2 jours pour faire Graz-Annecy, dans ma petite Honda bourrée de nos affaires, et de 600 grammes de hache que Nina a ramené du Maroc. On traverse quelques frontières, m'inquiète pas trop. À la douane du Liechtenstein, la police est particulièrement vigilante. Mon accoutrement de hippie, les yeux dans le vague de Nina attirent leur attention. Ils fouillent et trouvent les 3 plaques de hache. Menottés dans la camionnette, les flics nous amènent à la prison de Vaduz. Un gardien me pousse dans une cellule. Il y a là 3 Turcs allongés sur leur couchette. Le gardien m'indique la mienne et sort. Mes colocataires s'obstinent à vouloir me faire participer à leur pratique sexuelle. Je gueule tellement qu'on me change de cellule. Nina est à l'étage du dessus. On l'a cuisinée plus durement que moi car elle avait des antécédents judiciaires. Elle tiendra très bien le choc. Je n'ai pas revu Nina. Il n'y a rien de plus difficile que de jouer sur un tempo très lent. Savoir choisir où placer la note, le coup sur la cymbale. C'est le critère absolu. Savoir jouer les ballades si lentement qu'on dirait que la musique va s'arrêter. La meilleure au tempo lent, c'est Shirley Horn. Comment rester insensible à cette voix, à la désespérance de cette femme? Je n'aime que les musiques tristes, évocatrices de douleurs intimes. Pour moi, l'art est l'expression du mal de vivre. Finalement, je n'aime vraiment que le jazz. On me parle d'un club ouvert depuis peu par Jacqueline Ferrari, rue Saint-André-des-Arts. J'ai commencé à fréquenter le club, j'en ai parlé à mes amis, une bande s'est constituée. Des pros du jazz qui ne demandaient qu'à jouer. Le spectacle était aussi au bar, domaine réservé de Jacqueline. Elle nous faisait jouer le plus souvent possible car elle connaissait nos problèmes d'argent. J'ai rencontré là Charles Ravier, musicien du baroque, un poète perdu, un ange aux ailes brûlées. Le monde est ainsi fait que Charles s'est défenestré pour tomber vers le ciel. Jacqueline Ferrari est morte désespérée, seule, cloîtrée chez elle avec ses souvenirs. Elle n'a pas supporté, entre autres, la fermeture du Riverbop pour cause de bruit. Moi, à Paris, j'habitais au-dessus d'un club, le Tito Porta, et je buvais trop. Anne, la femme que j'aimais, m'a quitté. Une vie chaotique pendant 1 an, sans but. La créativité en berne, ivre toutes les nuits. Je remonte peu à peu la pente grâce à un projet de disque. Je travaille un répertoire original pendant quelques mois. J'avais composé de la musique qui me convenait, sauf un thème dont je n'étais pas sûr, mais je l'ai fait écouter à Henri Texier qui l'a trouvé à son goût.
Michel Portal l'exécute au bandoneon. Le morceau s'appelle Il Camino. Il changera ma vie. Je passe en voiture et je vois Nougaro à une terrasse de café. Je m'arrête. « Ça va, Claude ?» Il me dit « J'ai acheté une maison, viens voir. » Je monte avec lui au 28 de l'avenue Junot. On entre dans un grand atelier de sculpteur, avec encore des blocs de pierre brute. Il y avait une chambre d'amis, avenue Junot. J'étais là tout le temps. Claude était un être en souffrance. Était-ce parce que son père, baryton du Capitole de Toulouse, ne l'a jamais estimé, car pour lui la chanson de variété était méprisable? Cette douleur, il essayait de la calmer par de grandes sorties dans la nuit. Il vivait des moments d'exaltation très fortes, puis s'enfermait dans sa chambre pendant des jours. Un matin, je descends dans la cuisine. Claude est là, exalté, avec Nina Simone. Il est midi, le vin blanc circule. Je m'assois, un peu ému par la présence de la star. Soudain, elle me regarde et elle me dit « You come with me to Monte Carlo tonight. » Je ne sais pas quoi dire. Je sais que je ne veux pas partir avec elle. Nina Simone a l'air tellement folle qu'elle me fait peur. Je bredouille quelque chose et je m'enfuis. Claude traînait un cafard noir. Hélène, sa sœur, me dit qu'il faudrait l'éloigner. Pourquoi pas en Italie? Venise. Claude n'avait pas dormi depuis je ne sais combien de temps. On prend un vaporette où on regarde les palais. Et d'un seul coup, je le vois se redresser. Il regarde et il fait « Oh là là !» Le soir, pété au Harris Bar, on traîne dans les rues perdues, à Rome, à Florence. On retrouve peu à peu, surtout lui, une certaine joie de vivre et d'inspiration pour le disque qui allait devenir à mi-chemin. Avec Nougaro, on patrouillait la nuit dans les boîtes à la mode. Déchiqueté. Une nuit, il pleuvait, je vois pas le feu rouge, rue de Pontieux. Flic derrière. Appel de phare, je m'arrête. Claude à côté de moi est très éméché. Je descends faire les papiers pour la contravention et je lui dis « Ne bouge pas ». Évidemment, il bouge. Il sort de la bagnole, vient dans le car, insulte les flics. Il nous embarque. On se retrouve dans la cage avec les putes, les clodos, les mecs qui cuvent. Le matin, à la une de France ce soir, Claude Nougaro et son compositeur arrêtés pour outrage à agent. Mes parents habitaient pendant 6 mois de l'année dans le Var, à Pugéville. Michel Petrucciani était assis un jour à la terrasse d'un bar. Il me dit « Je te connais, toi. Tu es Aldo Romano, on s'est déjà rencontrés, mais tu m'as pas calculé. Je joue du piano, tu sais. Et lui, c'est mon frère, là. Il joue de la contrebasse. Il est allumé, sympathique, drôle. Je l'invite avec son frère chez mes parents. On dîne, on déconne. Tu sais, je dois faire un truc en studio pour un disque. Tu voudrais pas venir jouer avec nous? Je récupère une batterie et je pars dans le Haut-Var, dans un studio épouvantable. L'oiseau musicien, ça s'appelle. Le premier jour, j'enregistre avec une batterie totalement brinque-ballante. Mais j'entends Petrucciani pour la première fois. Et là, c'est une révélation. Notre histoire ensemble est comme un coup de foudre amoureux. Jusqu'à ce que les États-Unis la brisent, comme ils savent le faire. Sans cela, Michel aurait vécu plus longtemps. Tu as peur de la mort? Oui, j'ai peur de la tienne.
Je cherche une manière de faire chanter ma batterie, de la faire sortir de son rôle uniquement rythmique. En quelque sorte, je veux jouer de la guitare à la batterie. Je rencontre Annie au Sunset. Elle est pneumologue, belle, intelligente. On est amoureux, on fait des projets. Elle s'installe dans la maison de Beson où mes parents ne passent que les hivers. Mais mon rejet de la vie en couple est toujours au fond de moi. Je n'ai qu'une seule envie, être seul. Annie part et je reste comme un con, déchiré de sentiments contradictoires. Février 87. La tournée avec Francis Lockwood commence. Premier concert à Porto Rico, sa lumière, sa musique. Mais sa chaleur aussi. Je joue comme un pied, de grosse caisse bien sûr. Nous partons pour Mexico, une des villes les plus polluées du monde. La sensation d'étouffer m'est insupportable et le concert est difficile. Le lendemain, on part à Toluca, une ville à 60 km de Mexico, à 2700 mètres d'altitude. Là, je me sens mieux. Le concert a lieu dans un ballroom, vous savez, une immense salle avec les gens assis autour des tables qui vous regardent. À la fin du concert, une femme s'approche, me regarde et me dit « Vous jouez de la batterie comme personne. Vous avez une manière unique d'aborder l'instrument. Mais le problème est que vous n'en êtes pas conscient. » Le directeur du Centre culturel français en Jamaïque est un jeune homme avenant, malgré un petit côté frimeur. Il nous propose une balade en mer sur son Zodiac. Nous partons sur la baie de Kingston. Le temps rapidement se dégrade. Les nuages se font menaçants. Je demande au frimeur de retourner sur le plancher des vaches. Il me répond « Comment ? Ne me faites pas confiance !» Au bout d'une demi-heure, le ciel devient noir. Les vagues sont de plus en plus hautes. Le Zodiac ballotté. Soudain, le moteur s'arrête. Panique. Le frimeur frime encore. Ce n'est rien, les gars, je m'en occupe. Le moteur redémarre et retombe en panne. La tempête s'est déchaînée. On est vraiment mal. Je pensais que je vivais mes dernières minutes sur ce boudin en caoutchouc. Au loin, une barque en mur. Elle s'approche. Ce sont deux pêcheurs aussi en difficulté. Ils sont d'accord pour nous prendre à bord contre $200 et nous embarquent. La tempête est monstrueuse. Leur barque est rudimentée, soudain son moteur cale. Il redémarre péniblement, puis s'arrête. Un des pêcheurs s'acharne sur la poignée qui casse. Comment sommes-nous arrivés jusque sur la côte, je ne m'en souviens plus. Sinon le sentiment d'être sorti de l'enfer. Panama. Je me réveille en sursaut. Mon lit glisse vers le mur opposé. La chambre bouge. Des gens hurlent dans les couloirs. Le temps d'appeler la réception, tout cesse. 30 secondes, et puis le calme de nouveau. Le tremblement de terre est fini. Je peux me rendormir. En 1990, mes parents quittent le Var pour Sartrouville. À Puget, mon père était heureux. La plupart du temps à s'occuper de son jardin, de sa vigne. Puis la vue était magnifique. De la terrasse et les journées claires, on devinait la mer. Mais ma mère voulait revenir plus près de ses enfants. À Sartrouville, mon père a tenté de vivre comme à Puget, avec le jardin, le poulailler. C'était impossible dans un si petit espace. Je le voyais souffrir de cette vie étriquée. Petit à petit, il bouge de moins en moins, il marche difficilement. Son rapport avec ma mère, déjà conflictuel depuis longtemps, devient terrible. Un après-midi, il profite de la sieste de sa femme pour avaler un tube de pilule, descendre dans la cave, placer un mouchoir sur le sol, poser sa tête dessus et attendre la mort. C'est sans doute pour lui que j'ai voulu jazzifier les chansons napolitaines que j'entendais dans mon enfance, vous savez, au Sole Mio, Torna Sorrento.
J'ai connu Chet Baker en 1963. Il venait d'Italie à bord de son Alfa Romeo Spider blanche. Très beau gosse encore, malgré sa dépendance à l'héroïne. Il aimait l'Italie de cette époque, le mélange de puritanisme et de liberté sexuelle. Nous avons très vite sympathisé, si je puis dire, car Chet n'était pas ce qu'on appelle un gars sympa. Il parlait parfaitement italien, son séjour en prison y était pour quelque chose. Sa trompette était le prolongement de sa voix, une tendresse infinie. Rome. Avec René Urtreger, nous jouons dans un petit club quand Chet apparaît en coulisses. Il est livide, en manque. Il demande à jouer 2 ou 3 morceaux avec nous. Il veut de l'argent pour ça. Ses besoins de cash étaient énormes. Le liquide, il l'enfournait dans ses poches, il vivait comme ça. Toujours à sec, il se faisait héberger par des potes ou pas d'ailleurs. Il débarque chez moi un jour avec Diana, sa compagne. Il s'installe dans une chambre du pavillon. Je fais les repas, il fait la vaisselle, et le soir, on fait des jams. Diana me coince un matin et me tend une liasse de $. Tu peux me cacher cet argent? Elle me demande, je n'en peux plus. C'est pour mon billet d'avion, il faut que je reparte chez moi à Los Angeles. Elle insiste, bon, j'accepte. Le couple quitte la maison 2 jours plus tard. J'ai rendu l'argent discrètement à Diana. La même nuit, je me suis réveillé par des coups contre la porte et des hurlements hystériques. Je regarde à travers les volets, c'est Chet. Diana, I know you're there. Come out, bitch. Aldo, motherfucker. 1 heure, il est resté, jusqu'à ce que les voisins appellent les flics. En mai 88, on annonce sa mort. On l'a retrouvé gisant sur le trottoir, sous la fenêtre de son hôtel, à Amsterdam. Dealer, suicide, crime. Même sombre, même nocturne, ma musique vient du jour. Elle est un hommage à la lumière du jour. Le jour en révèle tous les pigments. Je tombe dans le jour et je vois les reflets tremblants des lampions dans les flaques du néant. Je descends voir ce que les autres ne voient pas. Tombé, abandonné, basculé, cassé, chute, défailli, descendu, dévalé, effondré, renversé, abattu, abîmé, accompli, envolé, éteint, déposé, succombé, trébuché, versé, non, jamais, jamais je ne serai un objet de plus dans le monde. Je joue au bord du silence. Chaque note a sa pesanteur, son apesanteur particulière. Je ne bavarde jamais, j'aime pas le brio. Le brio, c'est toujours l'ego, ces vieilles lunes. Je préfère jouer vers autrui, vers l'autre, tendre sereinement mon cœur. Oui, ma musique s'envole vers autrui. C'est un art de l'envol. Quoi d'autre? Je tombe, mais je monte comme un ange. Je descends jusqu'au fond du ciel. Je ne sens aucune douleur, aucune. La vie est vivante, si vivante. Steve Lacy un jour me dit « Aldo, tu connais tout le monde à Paris, trouve-moi de l'héroïne, je suis en manque. » Je lui dis « Steve, please, pas ça, ne me mets pas dans cette galère. » Il insiste. Bon, je pars à Pigalle. Je vois le dealer et je reviens avec 4 ou 5 doses. Steve se fait une intramusculaire dans le bras. Le flash ne vient pas, il s'énerve. Je lui dis qu'une intramusculaire, c'est pas une intraveineuse. L'effet est plus long à venir. Il se refait un shoot. Quelques minutes passent, il tombe de la chaise où il était assis. Paniqué, on le soulève, on le fait marcher, on lui donne des gifles. On lui jette de l'eau sur la tête, rien n'y fait. Il respire toutes les minutes. Je me dis qu'il va crever. On l'allonge sur le parquet, je lui fais le bouche à bouche. Tandis que JF lui fait une sorte de massage cardiaque. On est nuls. Mais finalement, il reprend vie. Petit à petit, il respire mieux. Nous aussi.
le cours, on va se coucher. Au réveil, Steve est sur la terrasse. Il fume une cigarette, il me dit « Merci Aldo, c'était formidable ce trip. J'ai plané comme jamais. » Seul. Je vis seul. Évidemment. Toujours avec le sentiment que la présence d'une femme met ma créativité en danger. J'ai des liaisons qui se terminent en eau de boudin. Je m'enfuis devant des demandes qui m'angoissent, qui me mettent en danger. Je suis incapable de vivre en couple, alors je ne culpabilise plus. Janvier 96. Ma mère meurt. En 2004, un jury international à Copenhague m'attribue le Jazzbar, une sorte de prix Nobel de la musique. Le jour de la remise du prix, j'arrive pas mal stressé au Tivoli. Une scène en plein air, public nombreux et au premier rang le jury. Des critiques du monde entier. Fin du concert, un rappel. Tout va se jouer en quelques secondes. Suzy Hulgaard, une chanteuse danoise, suggère que nous chantions Estate. Et c'est un tabac. Je vis au jour le jour. À peine de quoi bouffer. M'acheter des cigarettes avec les cachets minables des clubs. Je devrais accepter des galas avec des chanteurs pour les épinards, comme on dit. Mais je peux pas. J'ai essayé 2 fois, 3 fois pour voir. J'en ai été malade. C'est comme ça. Patricia, je l'ai connue à New York, au village Vanguard. J'étais heureux de jouer dans la Mecque du jazz. Patricia était attachée culturelle à l'ambassade de France. Je la drague doucement, promenade à Central Park, échange d'idées générales. C'est plutôt sympa. Mais c'est tout. Je ne sens pas chez elle une envie de plus. 3 ans plus tard, je reçois un coup de fil de Patricia. Je suis à Paris, on se voit. Je la rencontre dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés. Je suis toujours intimidé par elle. Je voudrais l'embrasser. Elle se dérobe, connaît les ruses qui accrochent et me mettent à distance. 3 ans plus tard, elle se manifeste à nouveau. Elle me donne rendez-vous. Sa voix est toujours d'un érotisme dingue. Cette fois, je fais tout pour la séduire. Le premier baiser a lieu 1 mois après. Je tombe amoureux fou. Commence alors ma descente aux enfers. Une douleur permanente me déchire. J'étais marabouté par une femme qui se foutait de ma passion. Patricia change d'attitude en quelques minutes, aimante et puis lointaine. Je l'attends plusieurs jours, sans nouvelles. En fait, je souffre continuellement. Elle me parle pendant des heures, disparaît pendant des jours. 3 mois plus tard, elle me laisse un message de rupture. Je m'enferme chez moi. Au lit, comme un drogué en manque. Voilà qu'elle m'appelle, en larmes. Viens, je t'attends. Je cours. Elle tombe dans mes bras. Le bonheur, enfin. Non, le scénario se répète. Je me réveille dans un hôtel de Patras, en Grèce. J'avais fait un concert, là, le soir précédent. Je sors de la douche avec l'oreille gauche bouchée. Bon, de l'eau, je me dis, sans doute. Pendant le retour en avion, j'entends de plus en plus mal. Le lundi, je vais consulter un ORL. Il me dit, vous avez une surdité brusque de l'oreille gauche. Bah oui, ça, c'était clair. Bah oui. Je vous prescris de la cortisone, me dit-il, pendant 8 jours. Rien ne bouge. Hospitalisé au bout de 4 jours, j'ai retrouvé mon ouïe. 2 semaines plus tard, je pars au festival de jazz de Porquerolles, dont je suis le parrain. Le matin du concert, j'entends de plus en plus mal, avec une déformation du son. Le piano joue faux, la contrebasse est inaudible. Je vais au concert, mais complètement désespéré. De retour à Paris, la déprime me laisse sans force. L'hypocondrie s'est accentuée. Des extrasystoles presque permanentes, une sorte d'arythmie qui me terrorise. Mon cœur fait des ratés. Pour un batteur, avoir des troubles de rythme, c'est quand même fort. 5 heures du matin. Je suis crevé.
pas mal pété. De la musique plein la tête, impossible d'aller dormir. La nuit me rassure comme une mer enveloppante. La lumière du jour naissant me fait mal. Le moment où le réel reprend sa place. Est-ce que j'aime vraiment le jazz? Oui, je l'aime quand il est à son meilleur. Le jazz ne supporte aucune médiocrité. Je ne suis pas un génie, je le sais. Alors quoi? Continuer à battre, à se battre, au nom de quoi? Au nom de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est d'avoir une lime dans sa poche pour scier son barreau. Est-ce que j'ai du talent? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? 8 heures. Je rentre chez moi. Pas de fille à l'horizon. Dommage. J'aurais bien pris un dernier verre. Sull'asfalto del viale la luna fa un lago silenzioso e l'amico ricorda altri tempi. Sur l'asphalte de l'avenue, la lune fait un lac silencieux et l'ami se souvient d'autres temps. Gli bastava coi tempi un incontro improvviso e non era più solo. Guardando la luna, respirava la notte. En ces temps-là, il lui suffisait d'une rencontre de hasard et il n'était plus seul. Regardant la lune, il respirait la nuit. Ma più fresco l'odore della donna incontrata, della breve avventura per le scale malcerte, la stanza tranquilla e la rapida voglia di viverci sempre gli riempivano il cuore. Mais l'odeur fraîche de la femme rencontrée lors d'une brève aventure dans un escalier incertain, la chambre tranquille et la fugitive envie d'y vivre toujours lui remplissaient le cœur. Poi, sotto la luna, a gran passi intontiti, tornava, contento. A quei tempi era un gran compagno di sé. Si svegliava il mattino e saltava dal letto, ritrovando il suo corpo e i suoi vecchi pensieri. Puis, sous la lune, à grands pas, il s'en retournait, heureux. En ces temps-là, il était un grand compagnon de lui-même. Quand il se réveillait le matin, il sautait du lit, retrouvait son corps et ses vieilles pensées. Gli piaceva uscire fuori prendendo la pioggia o anche il sole. Godeva a guardare le strade, a parlare con gente improvvisa. Credeva di saper cominciare cambiando mestiere fino all'ultimo giorno, ogni nuovo mattino. Il aimait sortir sous la pluie ou le soleil. Il jouissait à regarder les rues, parler avec des inconnus. Il commençait à savoir comment changer de métier. Et il pensait même savoir quel métier il ferait jusqu'à la fin de ses jours. Dopo grandi fatiche, sedeva fumando. Il piacere più forte era starsene solo. Ma è invecchiato l'amico e vorrebbe una casa che gli fosse più cara, uscire fuori la notte e fermarsi sul viale a guardare la luna, ma trovare al ritorno una donna sommessa, una donna tranquilla, in attesa, paziente. Chaque nouveau matin, après de grandes fatigues, il s'asseyait en fumant. Le plaisir le plus fort était d'être seul. Il a vieilli, l'ami, et il voudrait une belle maison, sortir la nuit, s'arrêter sur l'avenue et regarder la lune,
mais trouver au retour une femme aimante qui l'attendrait. È invecchiato l'amico e non basta più a sé. I passanti sono sempre gli stessi, la pioggia e anche il sole gli stessi. Ma il mattino, un deserto. Faticare non vale la pena e uscire fuori alla luna se nessuno l'aspetti, ma non vale la pena. Il a vieilli, l'ami, et il ne se suffit plus. Les passants sont toujours les mêmes, la pluie et le soleil les mêmes, mais le matin, le même désert. Il voudrait quitter ça, sortir sous la lune. Mais si personne ne t'attend, ça ne vaut pas la peine. Les musiques naissent et meurent. Elles sont encore des paroles. Les soleils s'illuminent et s'éteignent. Ils sont encore du temps. Lui, seul, le silence. Au-delà du froid des mondes, au-delà du pas solitaire des vieillards, au-delà du sommeil oublié des morts, lui, seul, le silence est vivant.